On s'était prévu à peu près 40 minutes le temps d'aborder les thématiques que vous voyez affichées au programme ici. Donc parmi vous, il doit y avoir soit des entreprises qui sont déjà clients limpides, soit des gens avec qui on est en contact, ce qu'on appelle plus commercialement des prospects, soit peut-être même des fournisseurs ou des partenaires courtiers. Donc dans tous les cas, bienvenue à tout le monde. Donc l'idée dans le cadre de ce séminaire, c'est de voir les trois sujets là qui s'affichent. Premièrement, faire un petit point sur l'évolution des prix de l'électricité et du gaz naturel là sur cette année 2022. Deuxième point, voir un petit peu ce qui se passe au niveau des fournisseurs et au niveau des offres de fourniture d'électricité et de gaz naturel, puisqu'alors là, on est dans une situation inédite, assez compliquée, donc ça méritera qu'on s'y penche très clairement. Et puis enfin, le point numéro 3, je pense que c'est un petit peu ce que la plupart des consommateurs attendent, qu'on donne des conseils pour les prises de décision lorsqu'il s'agit de renégocier et de re-signer des contrats d'électricité ou de gaz. Donc évidemment, je ne suis pas venu ce matin avec ma boule de cristal, mais en tout cas, on va vous donner tout un tas de conseils objectifs et puis surtout essayer de faire un petit peu du sur-mesure selon vos dates d'échéance, parce que selon que vous soyez engagé jusqu'en fin d'année ou jusqu'en 2025, évidemment, les logiques ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, donc on va commencer par le premier sujet, l'évolution des prix du gaz et de l'électricité sur les marchés de gros. Donc quelles sont les ampleurs et quels sont les facteurs qui ont conduit à ça? Donc en ce qui concerne le gaz naturel, donc là je vous présente la courbe. Donc on a les trois courbes qui correspondent chacune au prix du gaz naturel pour la livraison sur l'année N+1, N+2 et N+3. Donc le fameux calendar +1, +2, +3. Donc, pour faire simple, on a commencé l'année 2022 à peu près aller entre 25 et 45 euros du mégawattheure. Et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, à la clôture de vendredi dernier, donc le 23 septembre, on avait des prix qui oscillaient entre 80 et 170 euros du mégawattheure selon les années de livraison. Donc là, évidemment, on est sur une totale explosion. Le premier constat, comme on ne cesse de le souligner, c'est que la crise, elle porte sur le court terme. Vous voyez que, par exemple, aujourd'hui, acheter son mégawattheure de gaz naturel pour 2023, eh ben ça va coûter 171 euros, donc bien plus cher que si on réserve pour l'année N+3 à 79 euros. Donc, vous voyez sur cette évolution que, en fait, alors déjà, bien avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et tout ce qui se passe dans ce secteur de l'Europe, on était déjà sur des prix qui étaient sur un niveau assez élevé et sur une tendance à l'augmentation. Et donc, vous voyez le pic à la fin février, début mars, les marchés commençaient à augmenter suite à l'invasion de l'Ukraine. Et donc, suite à ça, en fait, ça a été une longue ascension des cours pour arriver à des pics jusqu'à quasiment 300 euros du mégawattheure dans le courant de l'été. Donc là, c'est une situation assez compliquée. Aujourd'hui, on a un petit peu rebaissé par rapport à cet été, mais il faut s'attendre à des cours très, très soutenus au niveau du gaz naturel. On va faire un petit point plus précis, parce que là, sur la slide précédente, je vous parlais des prix du gaz naturel par année de livraison. Là, juste pour vous montrer ce que ça va représenter selon les mois de fourniture. Alors là, excusez-moi, je suis passé d'un PowerPoint français à anglais. Donc, en fait, le premier bâtonnet, c'est le prix que coûtait le gaz pour une livraison en octobre 2022. Deuxième bâton, c'est novembre. Le troisième, c'est décembre, etc. Et donc, vous voyez qu'effectivement, plus on rentre dans l'hiver, plus les prix du gaz sont élevés. Donc là, octobre est encore à un prix abordable à la clôture de vendredi, 125 euros, mais du coup, on passe sur des 190 euros pour les mois de décembre, janvier et février, donc ce qu'on appelle le cœur de l'hiver. Donc, on verra ça plus tard. Si vous avez un contrat qui se termine en octobre ou en novembre, effectivement, vous allez payer des prix bien plus élevés que si vous avez un contrat qui se termine, j'allais dire, dans le courant de l'été prochain. Faisons un petit point sur le marché de l'électricité. Alors là, pareil, exactement même constat. Vous voyez que les courbes un petit peu se superposent par rapport au gaz naturel. Et donc, les constats sont exactement les mêmes. C'est qu'on était déjà sur des logiques inflationnistes avant la guerre en Ukraine, avec des niveaux de prix. Début janvier, on était à 127 euros le mégawattheure pour l'année N+1. Pour rappel, avant le Covid, un mégawattheure sur le marché de gros, ça coûtait, peu importe l'année de livraison, entre 40 et 60 euros. Donc là, vous voyez, on était déjà sur des niveaux de prix très élevés.
Effectivement, la guerre en Ukraine n'a rien arrangé, et puis comme pour le gaz naturel, s'en est suivi une longue et douloureuse augmentation jusqu'au pic de cet été, où on a atteint le summum qu'on pensait jamais être atteint, c'est-à-dire plus de 1130 € du mégawattheure pour l'année de livraison 2023. Donc, si on met ça en perspective avec le prix du mégawattheure avant le Covid, qui était entre 40 et 60 € du mégawattheure, vous voyez un petit peu la situation dans laquelle on est. Idem que sur le gaz, on a un prix qui va être très très élevé pour les périodes qui sont très proches d'aujourd'hui. Et plus on va chercher des prix futurs loin dans le temps, plus les prix vont baisser. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a un contrat qui commence au 1er janvier 2023, il va payer mécaniquement sur le prochain contrat bien plus cher que quelqu'un qui prend son contrat qui prochainement commence au 1er janvier 2024 ou 2025. Donc ça, c'est la logique, hein, la crise touche vraiment le court terme. Petit point également concernant les prix qu'on avait vendredi à la clôture pour les mois séparés de octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc là, vous voyez que sur l'électricité, les mois qui vont être les plus chers, ça va être les mois de novembre, décembre. Donc évidemment, c'est les périodes où le réseau électrique est le plus sous tension. Donc là, le prix de l'électricité, c'est là qu'il atteint des summums. On verra ça un petit peu plus tard, mais du coup, quelqu'un qui a un contrat qui se termine au 1er octobre, au 1er novembre, là, le fait d'avoir octobre-novembre dans le prochain contrat, ça pèse très très lourd et ça fait très très mal en termes de prix. Mais on y reviendra un petit peu plus tard dans les conseils. Enfin, dernier point pour mettre tout ça en perspective, une petite carte d'Europe pour vous montrer quels sont les prix dans les pays voisins. Parce qu'on dit souvent que la crise est au niveau européen. Alors oui, ça c'est un fait, c'est incontestable. Mais par contre, on a des niveaux de prix qui sont très très différents selon les pays. Alors là, on a colorié en rouge les prix dont les prix sont les plus élevés. Donc vous voyez qu'évidemment, la France, on est, si je ne dis pas de bêtises, on est bien numéro 1. Alors on a la Suisse qui nous rattrape, l'Autriche, tous les pays d'Europe centrale, la Slovaquie là, qui nous talonne, mais dans toute l'Europe, on est le pays le plus cher si on devait acheter un mégawattheure aujourd'hui pour une livraison en 2023. Et évidemment, tout se suit, les années 2024-2025, sauf erreur de ma part, et c'est également en France, sur la zone française, qu'on va être à des niveaux records. Voilà, donc on va passer une petite explication un peu à la fois théorique et factuelle de ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Donc tous les événements qui ont impacté les prix du gaz naturel cette année 2022. Donc tout d'abord, on va voir la reprise économique post-Covid. Parce qu'effectivement, il y a tout un tas d'industriels qui ont été confinés suite à la crise du Covid, donc qui ont décalé leur production. Et donc effectivement, quand la consommation a été reprise, là, tout le monde a consommé à fond les ballons, et donc on a eu une très forte hausse de la consommation relative. Et donc, mécaniquement, ça a impacté les prix à la hausse. Deuxième point assez important, alors là, ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est le développement du gaz naturel liquéfié. Puisqu'effectivement, comme vous le savez sans doute, le gaz naturel, il peut nous arriver en France sous deux formats. Premièrement, le format pipe, le format tuyau. Donc ça implique des relations partenariales de très long terme avec les pays qui produisent du gaz naturel, alors que ce soit l'Algérie ou la Norvège ou feu la Russie. Et donc, depuis quelques années, en fait, il est possible de transporter le gaz naturel sous format liquéfié sur des bateaux. Ce qui fait qu'en fait, là où faire un oléoduc d'Australie jusqu'en France n'a aucun sens, en fait, envoyer des bateaux qui vont exporter le gaz naturel australien jusqu'au vieux continent, ça devient quelque chose de rentable en fonction des prix qu'il y a sur le marché mondial. Donc, petit graphique pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc là, vous voyez vraiment qu'on a une forte augmentation au cours des 3 dernières années. Donc là, c'est au niveau mondial. Et effectivement, dans les années qui viennent, la tendance ne va faire que s'accentuer. Et donc ça fait qu'on va être tributaire en fait d'un marché qui est internationalisé. Puisqu'effectivement, vu que le gaz se déplace sur bateau, en fait, la production de gaz australienne, en fait, on peut l'envoyer n'importe où, tant qu'il y a un port qui peut réceptionner le bateau
et ensuite des terminaux méthaniers qui peuvent réinjecter ça dans le réseau. Voilà. Ensuite, un point qui n'aura échappé à personne, c'est que la guerre en Ukraine, effectivement, c'est ce qui a eu les plus grosses séquelles au niveau des prix du gaz. Alors, en fait, c'est pas tant la guerre en Ukraine, c'est surtout les sanctions économiques. Donc, on va voir le pourcentage de dépendance de chaque pays au gaz qui vient de Russie. Donc, en Europe, on est sur une moyenne, je crois, autour de 41% du gaz de l'Union européenne qui dépend de la Russie. Donc là, le fait qu'il y a des tensions géopolitiques et effectivement tous les problèmes qui en découlent, ça n'aide pas du tout. Alors nous, en France, on a qu'à peu près 20% de notre gaz naturel qui dépend de la Russie en termes d'approvisionnement, puisque nous, on s'approvisionne aussi grâce à la Norvège, l'Algérie et tout un tas d'autres pays. Mais vu qu'on est dans une logique de marché européen, le fait que la Russie représente 40% du gaz européen, ça fait qu'on va tous plonger en même temps. Point suivant, le niveau des stocks de gaz. Alors, comme vous le savez sans doute, dans toute l'Europe, en fait, on stocke du gaz naturel en perspective de l'hiver. En France, le stock de gaz qui doit être rempli doit représenter 25% de la consommation nationale sur une année. Donc là, aujourd'hui, les stocks sont à ras-bord. Et je pense que c'est ce qui a notamment contribué à l'explosion des prix du gaz naturel, puisqu'effectivement, l'Europe, la France et tous les pays européens ont dû acheter énormément de gaz naturel sur les marchés pour remplir les stocks avant l'arrivée de l'hiver. Et donc, c'est ça qui a créé une forte tension sur les prix du gaz naturel au niveau européen. Voilà. Alors aujourd'hui, je n'ai pas les stats exacts, mais on est quasiment à 100% des stocks français qui sont remplis, et au niveau européen, quasiment tout est rempli. Donc ce qui est sûr, c'est que cet hiver, normalement, on devrait à peu près s'en sortir. La question, ce sera plutôt l'hiver prochain. Comment on fera pour remplir les cuves lors de l'hiver prochain? Voilà. Voilà, j'avais oublié qu'on avait cette petite carte très, très sympathique qui nous présente le bon résumé de la situation. Donc là, c'est les capacités de stockage en TWh. Donc vous voyez, nous en France, on a 132 TWh de stockage, sachant que la consommation annuelle au niveau national, on tourne autour des 450 TWh. Voilà, et donc chaque pays après va stocker plus ou moins, mais c'est vrai que la logique des dernières années, c'était d'augmenter les capacités de stockage. On va voir la même chose maintenant pour la partie électricité. Alors les facteurs qui ont donc, je le rappelle, contribué à l'augmentation des prix de l'électricité. Donc on a d'abord la reprise économique post-Covid, comme sur le gaz naturel, donc je ne refais pas de détails là-dessus. Le point très important au niveau des prix de l'électricité, c'est qu'ils sont dépendants au niveau européen des prix du gaz. Je vous passe les explications, c'est un petit peu technique, c'est les constructions assez compliquées qui ont été mises en place au niveau européen. Et donc, en fait, plus le prix du gaz naturel va être élevé, plus le prix de l'électricité va être élevé pour des raisons techniques, et également pour la simple et bonne raison qu'on produit de l'électricité à base de gaz naturel. Et donc, juste un chiffre que j'ai aperçu dans certaines publications, c'est qu'en 2022, donc cette année, on a produit beaucoup plus d'électricité à base de gaz que l'année précédente. Donc, évidemment, si le gaz est hors de prix à cause de ce qui se passe au niveau géopolitique, bien évidemment, le prix du mégawattheure d'électricité produit à base de gaz va être beaucoup plus élevé lui aussi. Troisième facteur, les prix du CO2. Alors, les CO2, le CO2, donc le marché du carbone, je vais vous montrer la courbe tout de suite. Donc, vous voyez qu'en fait, on est sur des augmentations très, très importantes au cours des dernières années. Ça, c'est pour des questions de réglementation européenne, et aussi parce qu'il y a un facteur très important, c'est que le marché du CO2 en Europe, il est extrêmement spéculatif. Là, depuis peu, les experts considèrent que la partie spéculative sur le marché, c'est un petit peu rabougri, ce qui a entraîné, là, dans le cours de l'été, une forte chute des prix du CO2. Donc, on a atteint un pic à la fin du mois d'août à quasiment 100 € la tonne de CO2. Aujourd'hui, on tourne autour des 66 € et a priori, ça devrait se stabiliser, voire baisser d'après les experts. En tout cas, c'est cette augmentation tout au long de l'année 2022 qui a pesé sur les prix. Point très important, et surtout en France,
ça va être la disponibilité du parc nucléaire. Effectivement, on a un gros problème en France. Voici un petit graphique qui va vous l'illustrer. C'est qu'à l'heure où on parle, en fait, il y a la moitié des centrales nucléaires qui ne sont pas opérationnelles. Ça, c'est pour des raisons à la fois, on va dire, politiques, parce que depuis des dizaines d'années, le nucléaire a été totalement délaissé. Donc effectivement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a des infrastructures vieillissantes, des problèmes de corrosion, etc. Donc là, on a beaucoup de matos qui ne marchent pas, si je peux ainsi m'exprimer. Et donc, logiquement, vu qu'en France, on produit l'essentielle majorité de notre électricité à base de nucléaire, si on a la moitié du parc nucléaire qui ne marche pas, ça explique la situation dans laquelle on est en ce moment. Autre point qu'il ne faut pas négliger, c'est que la deuxième source de production d'électricité en France, ça va être les barrages hydroélectriques. Donc, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est à peu près 10% de la production d'électricité en France, donc ce qui en fait le deuxième moyen de production après le nucléaire. Avec un été très très chaud et avec la sécheresse qu'on a eue, et bien, mécaniquement, on a des barrages qui sont très peu remplis, donc qui ont des capacités de production beaucoup plus faibles. Voilà un petit graphique pour illustrer tout ça, entre l'année dernière et cette année 2022. On voit que la production mensuelle d'hydroélectricité en France, elle a considérablement chuté. Et donc ça, effectivement, moins on produit d'électricité à base d'hydroélectrique, plus les prix vont être élevés sur le marché. Donc là, on a vraiment toute une agglomération de facteurs qui ne jouent pas en la faveur d'un prix de l'électricité stable et faible. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer vraiment les facteurs qui expliquent les prix très élevés de l'électricité et du gaz naturel. Désormais, on va s'atteler à la partie qui va un petit peu plus concerner les consommateurs. Qu'en est-il des fournisseurs d'énergie? Et qu'est-ce qui se passe en termes d'offres, de contrats d'électricité et de gaz naturel à l'heure où on parle? Donc premièrement, voyons un petit peu comment réagissent les fournisseurs face à la crise. Donc déjà, il y a énormément de fournisseurs qui n'arrivent plus à tenir les prix qu'ils avaient signés auprès de leurs clients. Alors ça, on en avait parlé un petit peu plus en détail lors du webinaire précédent, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que je vois qu'il est déjà 10h20. Et ça peut passer très très vite le temps quand on parle de sujets aussi compliqués. Je vais simplement préciser que pour l'instant, les fournisseurs qui ne tiennent pas les prix, ça va surtout concerner le gaz naturel. Donc on a plusieurs très grands noms, je ne vais pas vous faire la liste complète, mais on a notamment Antargaz et Picoty qui ont dû revenir vers leurs clients en leur indiquant qu'ils ne pouvaient plus tenir les prix qui avaient été signés. Et donc, ils ont proposé des avenants avec augmentation du prix contractuel. Et le dilemme était simple, soit le client accepte la hausse du prix de ses fournisseurs, soit le contrat est résilié et donc le client doit trouver un nouveau contrat dans les conditions actuelles du marché, donc à des niveaux de prix beaucoup plus élevés. Sur l'électricité, pour l'instant, on ne l'a encore pas constaté. Donc là, on va dire que ça concerne essentiellement le gaz naturel. Alors, là, il y a un basculement dans l'histoire du marché de l'électricité et du gaz, c'est la chose suivante, c'est que le marché aujourd'hui n'est plus régi par la demande, mais par l'offre. Pour faire simple, il y a encore quelques années, quand on avait, nous, en tant que cabinet de consulting, quand on représente un client et qu'on dit qu'on va toquer à la porte de tous les fournisseurs, « Bonjour, j'ai un client qui a 2 gigas d'électricité et qui souhaite un contrat », là, on avait tout le monde, effectivement, qui voulait jouer la bataille de la concurrence pour gagner le nouveau client. Aujourd'hui, c'est absolument l'inverse qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des fournisseurs ne veulent plus prendre de nouveaux clients parce que c'est un risque beaucoup trop élevé pour 2 raisons. Premièrement, quand un fournisseur achète les volumes pour un client et que le client est en difficulté, ne paye plus ses factures, voire est en banqueroute, et le fournisseur se retrouve avec des impayés. Donc ça fait très très mal au niveau des finances. Et puis le deuxième point, c'est que les marchés sont très très volatiles en ce moment. Et donc en fait, sur des opérations d'achat et de vente, les fournisseurs peuvent autant gagner de l'argent qu'en perdre énormément. Donc plus c'est volatile, plus il va y avoir de risques. Et plus il y a de risques, moins les fournisseurs ont envie d'avoir de nouveaux clients. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a même aujourd'hui la plupart des fournisseurs qui ne veulent plus garder leurs clients actuels. Donc des clients qui sont encore sous contrat avec leurs fournisseurs, en général fournisseurs alternatifs,
Et les fournisseurs vont dire, ah bah voilà, notre contrat il se termine le temps comme convenu, mais après, on ne vous fait pas d'offre de renouvellement, on vous conseille d'aller voir un autre fournisseur. Donc là, on a vraiment des logiques un petit peu de dégraisser le mammouth au niveau des portefeuilles clients des fournisseurs. Et donc ça, ça n'aide pas du tout le consommateur, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où en fait, il n'y a quasiment plus de concurrence sur le marché. Pour vous donner un événement qui nous a choqués tous dans le milieu de l'énergie, c'est ce qui s'est passé début septembre. On avait eu une flambée des prix de l'électricité et du gaz naturel, qui a fait qu'aucun fournisseur, pendant plusieurs jours, ne pouvait proposer d'offres, que ce soit à des prospects ou à des clients. Donc vraiment, quand je vous dis aucun fournisseur, c'est même EDF et Engie, qui sont pourtant des fournisseurs qui sont énormes, qui ont des reins extrêmement solides et qui ont un portefeuille client énorme, et même eux, pendant plusieurs jours, étaient dans l'incapacité totale de produire des offres d'électricité et de gaz naturel. Donc là, c'est des moments assez historiques qu'on n'aurait pas imaginé il y a 2 ans. Donc conclusion, aujourd'hui, un client, quand il doit négocier son contrat d'électricité ou de gaz naturel, autant il y a 3 ans, le téléphone sonnait toutes les 5 minutes parce qu'il y a tout un tas de fournisseurs qui prospectaient pour faire des offres, tout un tas de courtiers qui relayaient ces offres. Aujourd'hui, en fait, plus personne ne veut conquérir de nouveaux clients. Donc on a un véritable problème. On voit l'évolution en temps réel. Hein. Donc sur 50 fournisseurs qui sont présents sur le marché, c'est compliqué de vous dire un nombre combien font des offres, parce qu'en fait certains vont dire, ah ben non, moi je prends que tel type de compteur, qui a un contrat qui commence à telle date, qui se termine à telle date, si c'est seulement tel type d'offre. Donc là, effectivement, c'est un fournisseur qui continue à prendre des clients, mais bon, qui est quand même en décroissance totale. Donc aujourd'hui, j'estime que, si on veut vous donner un chiffre, on va dire qu'il y a à peu près 3, 4, 5 fournisseurs qui encore font de la conquête de nouveaux clients, et ça se fait dans des conditions extrêmement draconiennes. Alors, un point aussi très important, c'est les dépôts de garantie. Dans ce contexte de crise, il y a des fournisseurs qui vont prendre des dépôts de garantie énormes en contrepartie de signer un nouveau client. Donc ça, en termes de concurrence, c'est très très compliqué, parce qu'aujourd'hui, on a des fournisseurs qui vont se retrouver en situation de monopole. Et c'est là qu'arrive mon troisième point, c'est que les fournisseurs vont augmenter leur marge. Donc, ils vont augmenter leur marge, j'allais dire structurelle, pour faire face aux problèmes de volatilité sur le marché. Mais il va également y avoir une hausse des marges pour des raisons simplement commerciales. Vu que c'est le commercial du fournisseur qui a la main sur les prix, parce que lui, il rajoute autant d'euros du mégawattheure qu'il veut quand il fait sa proposition, et il y en a une partie qui va dans sa poche sous forme de commission. Puis son métier, c'est de vendre le plus cher possible. Donc, quand aujourd'hui, il y a un commercial d'un fournisseur qui est en mesure de faire des offres, qui est sur un appel d'offres auprès d'un client et qui sait qu'en face, il n'y a pas de concurrence, évidemment, les niveaux de marge, ils explosent. Pour vous donner un exemple très simple, récemment, là, on avait un appel d'offres sur un tout petit hôtel. On a réussi seulement à avoir 3 offres de fourniture de gaz naturel. Les budgets étaient les suivants. Fournisseur le plus compétitif, 10 000 € TTC. Le deuxième, autour des 20 000. Et le troisième, autour des 30 000. Donc, entre le fournisseur le mieux placé et le moins bien placé, là où il y a encore quelques années, les écarts, c'était 5, 10, 15%. Aujourd'hui, on est sur un facteur de 1 à 3. Donc, de 10 000 à 30 000 €, je parle du TTC. Donc, la part de fourniture, elle, il y a vraiment un écart extrêmement important d'un fournisseur à l'autre. Et ça, c'est la marge des fournisseurs qui en est la cause. Point numéro 2, et après on va vite passer à la suite, parce que je vois qu'il est déjà à 10h27. Alors, on était parti sur 40 minutes, hein, dans l'optique de se laisser un petit peu de marge pour déborder. Mais on va voir ça très rapidement. Alors, les offres que les clients aujourd'hui peuvent avoir en électricité et en gaz naturel, il y en a 3 types principaux. Premièrement, ça va être les offres de marché. Donc, offre de marché, ça veut dire que le client donne son accord pour un prix auprès du fournisseur, et le jour où le contrat est signé, le fournisseur va acheter les volumes sur le marché de gros, les volumes futurs. Donc, c'est un avantage certain quand les prix continuent d'augmenter, parce que du coup, ça permet au client d'avoir un prix garanti pendant la durée de son contrat. Mais par contre, si jamais les cours chutent par la suite, le client a signé un prix pendant une certaine durée contractuelle, et effectivement, il ne peut pas renégocier ce prix en cours de contrat. Deuxième point
très important, les offres AREN. Donc ça concerne seulement l'électricité. L'AREN, c'est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Donc pour vous la faire simple, il y a l'État qui a mis en place ce mécanisme AREN qui permet aux fournisseurs, quel qu'il soit, d'obtenir un mégawattheure à un prix régulé. Donc quand le marché s'emballe et qu'on est sur des centaines d'euros du mégawattheure, là on a un mégawattheure qui à la base est à 42 euros et qui a été revalorisé à 49,50 €. Donc effectivement, c'est très très intéressant pour les fournisseurs et donc pour les clients. Ça permet de tirer les prix vers le bas. En revanche, les offres AREN, il y a deux risques. Premièrement, comme on l'a indiqué, c'est un prix régulé par l'État. Donc si l'État décide que ce prix doit augmenter dans les années qui viennent, cette augmentation va être répercutée de plein. Ça va être le suivant. Les ans, depuis maintenant 4 ans, il y a plus de demandes d'AREN qu'il n'y a de volume disponible au prix régulé et extrêmement compétitif. Donc en fait, quand il n'y en a pas assez pour tout le monde, l'État va répartir au prorata des demandes les volumes d'AREN disponibles au prix très très compétitif. Et du coup, il n'y en a pas pour tout le monde. Et la partie qui est manquante, le fournisseur doit l'acheter sur le marché de gros au mois de décembre pour couvrir l'année civile qui va arriver. Et donc ce surcoût, il va être également impacté sur le prix du consommateur final. Donc aujourd'hui, l'AREN, c'est une opportunité de tirer les prix vers le bas, mais en même temps, ça expose le client à des risques très très importants. Et par ailleurs, d'ici quelques semaines, avec Limpide, on va vous proposer alors soit un webinaire, soit un tutoriel très précis sur l'AREN pour vous expliquer plus en détail avec des outils didactiques en quoi ça consiste et surtout quels sont les risques. Et surtout, point très important, c'est essayer d'estimer aujourd'hui quels seront les surcoûts AREN pour les années civiles qui viennent. Alors, sachant que déjà, pour estimer les surcoûts liés à l'AREN pour l'année 2023, c'est très très compliqué. 2024, on n'en parle même pas. Aujourd'hui, c'est strictement impossible. Dernier type d'offre qu'on voit très souvent et qui est possible pour les consommateurs, alors là, ça va plutôt concerner les gros consommateurs, c'est ce qu'on appelle les offres indexées sur le marché. Alors, que ce soit du gaz ou de l'électricité, le client souscrit à un contrat qui dit la chose suivante, le prix qui va être facturé tous les mois, tous les jours, toutes les semaines, ça va être le prix du marché plus la marge du fournisseur. Donc si les prix augmentent, la facture du client va augmenter. Si les prix dégringolent, effectivement, ça va s'impacter à la baisse sur la facture du consommateur final. Donc voilà, alors aujourd'hui, tous les fournisseurs, dans ce contexte de crise, ne font plus mécaniquement tous ces types d'offres, parce qu'effectivement, certains vont considérer que tel ou tel type d'offre est plus ou moins risqué. Donc là où il y a encore quelques années, tous les fournisseurs faisaient des offres de marché, des offres AREN, voire des offres indexées sur les marchés, aujourd'hui, on a vraiment une contraction de la production d'offres, ce qui fait qu'il est très très compliqué d'avoir certains types d'offres. Aujourd'hui, les offres indexées sur le marché, pour les volumes moyens, c'est très très compliqué, alors qu'il y a encore quelques mois, quelques années, c'était assez cool. Donc voilà pour les trois types d'offres principaux qu'on retrouve. Alors après, je passe les détails parce qu'il y a tout un tas d'options qui peuvent se cumuler sur ces types d'offres, à savoir des switches, des basculements d'un type d'offre vers un autre type d'offre, etc. Mais là n'est pas notre propos, puisqu'on en avait pas mal parlé lors du précédent webinaire. Donc on va entamer la partie 3, et on est pas mal niveau timing puisqu'il est 10h32. Les conseils pour vos prises de décision en ce qui concerne vos contrats d'énergie. Évidemment, électricité et gaz naturel. Alors, on a vu précédemment les facteurs qui ont fait que les prix de l'électricité et du gaz avaient beaucoup augmenté au cours de cette année 2022. Donc là, on va reprendre maintenant les facteurs un par un et puis essayer de faire des pronostics. Est-ce que le facteur va impacter à la hausse ou à la baisse dans le court, moyen, long terme? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Vu qu'on a un petit peu limité dans le temps, on ne va pas non plus faire de la géopolitique ou faire de la macroéconomie, donc on va y aller assez rapidement. Alors, premier point qui va largement impacter dans les mois et les années qui viennent les prix de l'énergie, ça va être le développement du gaz naturel liquéfié. Donc plus le marché va être mondialisé, plus du coup on va être tributaire en Europe et en France des prix qui vont être sur le marché. Donc si les autres pays comme la Chine consomment énormément de gaz naturel liquéfié, ça va faire pression à la hausse sur les prix qu'on va avoir nous en Europe. Et vice-versa, si la demande nationale de gaz naturel liquéfié baisse, ce sera peut-être l'opportunité pour nous d'avoir un gaz à meilleur prix.
Moi, mon pari, c'est que là, on va continuer à augmenter les importations de gaz naturel liquéfié, notamment en raison du conflit ukrainien. Donc là, je pense qu'on va être sur des prix qui vont largement augmenter dans les mois et les années qui viennent. Deuxième point, la guerre en Ukraine et les sanctions économiques. Alors, pour l'instant, moi, j'allais dire les sanctions, enfin les conséquences des sanctions économiques et les conséquences notamment sur le gaz russe, c'est que le début. Parce que là, pour l'instant, la Russie n'a encore pas complètement coupé le robinet, parce que les stocks qu'on a fait pour cet hiver en gaz naturel, ça a été fait principalement à base de gaz russe. Donc la question fondamentale qui va se poser, c'est l'hiver prochain, ce sera l'objet du point suivant, mais qu'est-ce qui va se passer pour remplir le stock? Et si on a un prix du gaz russe très très élevé, voire pas de gaz russe du tout à cause des sanctions économiques, ça va être très compliqué. Alors après, il y a un autre enjeu de nature un petit peu plus géopolitique, c'est que certes, on va avoir beaucoup moins de gaz russe, voire plus de gaz russe dans les mois et les années qui viennent, mais tout l'objectif de l'Europe en ce moment, c'est de nouer des nouveaux partenariats pour justement augmenter les importations de gaz naturel, plutôt sous format liquéfié. Donc on a notamment des partenariats en cours de négociation avec notamment l'Azerbaïdjan, qui prévoit de nous fournir 2 fois plus à horizon 2027. Donc on ne va pas faire de point géopolitique, mais quand l'Azerbaïdjan va tenir l'Europe par le gaz, qu'est-ce qui va se passer avec la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie? 3 petits points. Deuxième pays sur lequel on a des grosses capacités d'importation, ça va être le Qatar. Donc bon, déjà qu'ils ont acheté la Coupe du Monde, donc peut-être qu'ils pourront nous vendre un petit peu de gaz naturel liquéfié et augmenter les volumes. Et également les Émirats arabes unis. Donc ça, c'est des pays qui peuvent potentiellement produire énormément de gaz naturel sous format liquéfié et nous l'envoyer donc du coup via des bateaux. Et ça, on espère que ça va compenser la perte de gaz russe. En termes d'équilibre, tout dépend des volumes qui seront possibles. Il y a un autre point aussi qui est très important, c'est comment on va continuer avec des partenariats historiques sur le gaz naturel, mais essayer d'augmenter les volumes. Là, je pense notamment à la Norvège, qui est un des pays qui envoie le plus de gaz naturel en France. Et donc là, l'objectif de la Norvège, membre de l'UE dans ce contexte un petit peu critique de guerre, c'est d'augmenter les volumes, au même titre que l'Algérie est en train d'augmenter les volumes pour approvisionner notamment l'Italie et la France. Voilà, donc là, ça fait beaucoup d'interrogations, on va dire, un petit peu géopolitiques sur qui peut fournir l'Europe en termes de gaz naturel. Et entre le fait que l'Union européenne perde 40% de son gaz qui vient de Russie et les nouveaux partenariats et l'augmentation des volumes des partenaires actuels, on ne va pas se mentir, ça va quand même être très compliqué. Et donc, les prix, je pense, vont continuer d'augmenter. On en parlait précédemment, les stocks de gaz pour l'hiver prochain. Donc là, on a notre hiver 2022-2023, les stocks sont prêts, donc ça devrait bien se passer, mais l'hiver prochain, comment on va remplir nos capacités de stockage sans gaz russe? Donc là, moi, ça me fait dire que en fait, le plus gros de la crise risque d'arriver sur les prix du gaz naturel plutôt l'année prochaine. Après, on a un an pour trouver une solution au niveau européen, donc j'allais dire au boulot, et puis on verra les résultats. Les prix du gaz, alors là, c'est ce qu'on vient de voir, mais ça, du coup, tous ces facteurs-là vont impacter le prix de l'électricité, puisque dans un contexte où on produit beaucoup d'électricité à base de gaz, comme on le disait précédemment, plus les prix du gaz sont élevés, plus les prix de l'électricité vont être élevés. Les prix du CO2, alors comme on l'avait dit précédemment, on s'attend temporairement à une baisse des prix du CO2. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'on a eu vraiment des gros mouvements de spéculation au cours des années précédentes. Donc là, a priori, ça devrait beaucoup nous aider. À horizon début 2023, on sait que ça devrait se stabiliser, voire baisser. Qu'en sera-t-il pour la suite? Et là, la question reste ouverte. Le facteur de la disponibilité du parc nucléaire, alors ça, c'est un sujet très très important. Comme on le disait, on a la moitié de notre parc nucléaire qui est aujourd'hui en arrêt. Et on a eu des déclarations récentes de ministres qui demandent ou qui imposent à EDF, je ne sais plus quelle était la tonalité, mais qui exhortent EDF à remettre tous les réacteurs en marche dans le courant de l'hiver. Quand on passe de la moitié des réacteurs nucléaires à l'arrêt à l'intégralité qui fonctionne,
Moi, je pense que ça relève plus de l'incantation qu'autre chose, sachant que les centrales nucléaires, il y a un vrai problème qui va se poser, outre les problèmes techniques de corrosion, qui sont pas entièrement réglés. Il y a un problème également de compétences et de ressources humaines. C'est-à-dire que pour faire fonctionner des centrales nucléaires, il faut du personnel qualifié. Et le problème, c'est que vu qu'on a sous-investi dans le sujet au cours des dernières années, bah là aujourd'hui, en fait, on est un petit peu en manque de personnel pour justement relancer tous ces réacteurs-là. Donc moi, j'entends le gouvernement qui fait ce qu'il peut verbalement pour un petit peu rassurer les gens, mais je crains que dans les faits, on peut lancer des paris, mais si à un moment de l'hiver, on a plus de 95% des réacteurs nucléaires qui fonctionnent en même temps, voilà, je suis prêt à parier un petit carton de champagne. Voilà, c'est enregistré, donc on aura la preuve. Donc voilà, là, ça reste un sujet éminemment politique, surtout en France. Et donc, on va voir ce que ça va donner, mais moi, je ne crois pas du tout que le parc nucléaire va tourner à fond les ballons dans l'hiver et dans les années qui viennent. Il y a eu des sous-investissements structurels, donc ça, on va en payer le prix dans les années qui viennent. C'est ce qui me fait penser que là, les prix de l'électricité, on est parti pour plusieurs années à des prix vraiment salés. Le niveau des barrages hydroélectriques, alors pour l'été prochain, ça aussi, ça va vraiment impacter les prix de l'électricité dans les mois et les années qui viennent, surtout les années qui viennent notamment. Vu qu'on est plutôt ces derniers étés sur des logiques de sécheresse, bah, ça veut dire que les capacités de production hydroélectrique vont être vraiment mises à mal. Donc si le nucléaire c'est pas la joie et que l'hydroélectrique c'est pas la joie également, on va pas se mentir, ça va être très compliqué de produire l'électricité à un prix compétitif dans les années qui viennent. Donc moi, je suis plutôt pessimiste par rapport à ça. Point aussi qui va largement impacter, alors là, ça va être autant sur le gaz que sur l'électricité. Qu'est-ce qui va faire peut-être que les prix vont baisser? C'est la sobriété énergétique des ménages et des entreprises. Parce qu'effectivement, si on consomme moins d'électricité et de gaz, du coup, il y aura moins de tension au niveau du marché. Donc des prix qui devraient baisser. Là, c'est là que se pose le gros de la question. Pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai pris mes petites notes. En 2019, donc avant le Covid, la France a consommé 443 TWh d'électricité. En 2020, avec le Covid, c'est 409 TWh qui ont été consommés, avec des confinements, donc des périodes très très longues où vraiment les entreprises n'ont pas consommé d'électricité et de gaz naturel. Donc, en gros, avec l'année Covid, on baisse notre consommation d'électricité de 7%. Donc là, quand on a des gouvernants qui visent à moins 10% sur la consommation d'électricité et de gaz naturel au niveau national, ça voudrait dire consommer encore moins que l'année où il y a eu le Covid. Moi, ça me paraît un petit peu compliqué. Mais bon, comme on dit, qui vivra verra. Donc on va voir ce que ça donne. Si tout le monde fait un effort, peut-être que ça va marcher. Mais c'est vrai que nous qui travaillons chez Limpide exclusivement avec des industriels, très principalement avec des industriels, c'est très compliqué de demander à un industriel de consommer moins, parce que consommer moins, c'est produire moins, et produire moins, c'est moins de revenus d'argent, moins de taxes payées auprès de l'État, moins d'embauches. Donc c'est très très compliqué d'avoir une industrie, entre guillemets, pas à l'arrêt, mais presque. Point qui va être très important pour cet hiver et pour les années suivantes, ça va être la météo. Là, je relevais la citation du président d'Engie. Au niveau des foyers, si tout le monde baisse de 1 degré la température du chauffage, c'est 7% d'économie de la consommation de gaz en France. Donc, si on est sur des hivers très très doux, mécaniquement, ça va faire des consommations de gaz naturel beaucoup plus faibles. Et donc ça aussi, ça pourrait donner un petit peu d'espoir pour retomber sur des prix un petit peu plus corrects. Point très très important qui nous inquiète tous, la potentielle récession. Enfin, je pense qu'on peut rayer potentiel parce que là on est parti pour y aller les deux pieds en avant. Donc la récession, effectivement économique, si on a des entreprises qui ne produisent plus et des entreprises qui font faillite, eh ben, ça va être une baisse de la consommation d'électricité et de gaz naturel. Donc ça, c'est pas forcément ce qu'on souhaite, parce que pour l'emploi et pour la croissance, avoir des entreprises qui coulent, c'est pas forcément la panacée.
Mais en revanche, en termes d'équilibre entre offre et demande sur le marché, là on voit déjà avec de très très grosses usines de production de verre, d'engrais, qui consomment énormément d'énergie, qui sont à l'arrêt. Si ça continue, en fait potentiellement, vu que la demande industrielle c'est quasiment un tiers de la demande d'énergie au niveau national en France, si cette partie-là vraiment décroît, effectivement on pourrait retomber sur des prix peut-être qui seraient moins sous tension. Donc là, c'est un grand mystère de savoir quelle sera l'ampleur de la récession et quel sera l'impact de cette récession sur les prix de l'électricité et du gaz naturel. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est les interventions qu'il va y avoir dans les semaines et mois qui viennent, et années qui viennent, de l'Union européenne et du gouvernement. Bon, alors là, le problème, c'est qu'en ce moment, on est sur des déclarations qui, par définition, n'engagent que du verbal. Donc, alors déjà, premier point, le bouclier tarifaire, il concerne surtout aujourd'hui les particuliers, parce que les seuls professionnels qui vont être concernés par le bouclier tarifaire en termes de tarifs réglementés de vente de gaz ou d'électricité qui seraient bloqués, ça va être les consommateurs qui ont des compteurs C5 et qui ont encore le droit d'avoir une tarification réglementée. Donc, quand j'entendais récemment la ministre de l'écologie qui disait oui, il y a plein d'entreprises protégées par le bouclier tarifaire, c'est extrêmement faux. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous, de ce qu'on voit chez nos clients boulangers chez Limpide, on a aujourd'hui quasiment 2 tiers, voire 3 quarts des boulangers qui sont sur des compteurs C4, donc qui ne peuvent pas être aux tarifs réglementés de vente, ces fameux tarifs réglementés qui sont protégés et gelés par l'État français. Donc, vous voyez, déjà, les boulangers, il y en a très très peu qui sont concernés. Alors, les industriels, n'en parlons pas, plus personne n'est sur les tarifs réglementés de vente. C'était d'ailleurs obligatoire de les quitter par tranche. Et donc, aujourd'hui, les tarifs réglementés de vente qui sont protégés par l'État français, il n'y a que quelques associations et des micro-entreprises qui vont être encore sur ces tarifs-là. Point important, on a quand même un dispositif d'aide aux entreprises qui à la base était plutôt destiné aux très très grosses entreprises dans le cadre du fameux plan de résilience. Les conditions ont été assouplies. Donc aujourd'hui, il faut que, si ma mémoire est bonne, que les dépenses d'énergie représentent plus de 3% du chiffre d'affaires et que les prix de l'électricité et du gaz aient plus que doublé entre 2021 et 2022. Donc il n'y a plus de conditions aujourd'hui sur l'évolution de l'excédent brut d'exploitation, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont éligibles à ces aides-là. Gros sujet quand on parle d'intervention politique, c'est l'Arenh, parce que l'Arenh, aujourd'hui, le prix est passé de 42 à 49,50 €, donc l'Arenh, ce fameux prix régulé par l'État français pour les consommateurs quels qu'ils soient. La question, ça va être les volumes, puisque tous les ans, il y a plus de demandes d'Arenh qu'il n'y a de volume d'Arenh disponible à ce prix compétitif. Donc aujourd'hui, il y a 100 TWh de disponibles. Que peut faire l'État français pour augmenter ce volume? Alors déjà, tout doit être validé par la Commission européenne, donc c'est des processus qui vont être très longs. Et deuxième point, c'est l'objet d'un débat entre EDF et l'État français, puisque EDF, leur motif de plainte est le suivant, c'est qu'ils arrivent à produire de l'énergie nucléaire à un prix très compétitif, donc à savoir le 49,50 € qui est le prix fixé par l'État français. Mais le problème, c'est qu'ils pourraient en fait vendre ces volumes-là sur le marché au prix de 600 € du mégawattheure. Donc pour EDF, ça fait des pertes, mais ça fait des absences de gains, on va dire ça comme ça. Voilà. Et puis pour finir sur les interventions plutôt politiques qui pourraient impacter le prix de l'énergie, on a eu récemment une déclaration d'Emmanuel Macron qui disait j'invite tous les professionnels, les collectivités locales, etc., à attendre et à ne pas signer leur contrat tout de suite. On va faire baisser les prix, donc attendez qu'on fasse baisser les prix avant de signer quelque chose. Bon, point numéro 1, combien de temps on attend? C'est-à-dire si on a un contrat qui se termine là au 1er novembre, est-ce qu'on attend quelque chose et sous quelle échéance? C'est un sujet un petit peu embêtant. Puis deuxièmement, on va faire quelque chose. Qu'est-ce qui va être fait? Au niveau européen, en fait, ça fait déjà depuis 1 an qu'on est en crise. Je vous rappelle que le premier bouclier tarifaire a été mis en place en septembre 2021. Donc aujourd'hui, 1 an après, on a toujours des prix d'électricité et du gaz qui sont très très élevés. Qu'est-ce qui a été fait de façon structurelle? Quand je dis structurelle, c'est autre chose que donner des chèques et puis des subventions. Qu'est-ce qui a été fait au niveau structurel pour faire en sorte que les prix baissent
et qu'on produise plus d'électricité et de gaz à un meilleur prix? Pour l'instant, rien. Et qu'est-ce qui est en perspective au niveau européen? Ça va être ce dont vous avez sans doute entendu parler, la fameuse déconnexion entre les prix du gaz et les prix de l'électricité. Comme on l'a vu précédemment, le marché de l'électricité européen était construit sur la base des prix du gaz. Donc là, les prix du gaz flambent, par conséquent, les prix de l'électricité vont continuer de flamber. Si on arrive à décorréler les prix de l'électricité des prix du gaz, très probablement qu'on va arriver à faire baisser les prix. Parce qu'encore une fois, le nucléaire français, ça permet de produire sur des bases de 50, 60 euros du mégawattheure, alors que du coup, si on se base sur le prix du gaz pour fixer le prix de l'électricité, ça va être à des niveaux bien plus élevés. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? C'est qu'en fait, c'est un mécanisme très complexe qui a été mis en place au niveau européen, et en fait, c'est pas avec un coup de baguette magique ou en appuyant sur un bouton qu'on va sortir de ce système-là. C'est quelque chose qui va prendre des mois, des années. Donc, les fruits de ça, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ça tombe en 2023, voire même 2024. C'est un petit peu, moi je prends souvent la métaphore suivante, c'est comme la construction de l'eurozone. C'est des mécanismes très complexes, et quand on veut sortir soit de l'Union européenne ou de l'Union monétaire, ça ne se fait pas en un coup de baguette magique, c'est des processus qui prennent des années. Parlons par exemple du Brexit, qui a pris un temps fou. Donc, les mécanismes européens, ils sont tellement complexes et impliquent tellement de pays et tellement de choses qu'on ne peut pas les renverser en un coup de baguette magique. Donc moi, la première chose que je critiquerais au niveau de nos chers gouvernants, c'est que vu que c'est long, en fait, on aurait dû commencer l'année dernière, vu qu'on savait déjà l'année dernière qu'on allait passer des moments difficiles. Mais bon, si on commence maintenant, peut-être que d'ici quelques années, ça va porter ses fruits. En tout cas, je serais curieux d'avoir un petit peu plus d'informations de la part d'Emmanuel Macron, qui pourrait être un très mauvais consultant énergie, savoir un petit peu quels sont ses conseils en fonction des dates d'échéance des consommateurs. Mais bon, ça, on va voir dans la partie suivante. Donc voilà, vous voyez sur ce slide un petit peu tous les facteurs qui pourraient impacter les prix de l'électricité ou du gaz à la hausse ou à la baisse. Donc ça fait beaucoup d'inconnus. Il y a des facteurs qui nous font croire qui nous font penser que ça pourrait s'améliorer, d'autres qui sont plutôt pessimistes. Et le problème, c'est que c'est le mix de tout ça qui va faire les prix de l'électricité et du gaz dans les mois et les années qui viennent. Et donc c'est là qu'après, chaque consommateur doit, entre guillemets, faire son pari, à savoir, est-ce qu'on pense que les prix vont continuer à monter, est-ce que ça va stagner ou est-ce que ça va baisser? Voilà, donc maintenant on va passer sur des conseils un petit peu plus objectifs. Alors j'ai saucissonné en fait en fonction des dates d'échéance. D'abord, on va parler de ceux qui ont des contrats qui se terminent là très très rapidement en octobre ou novembre 2022, donc dans un très 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 court terme. Là, comme on l'a vu dans les slides quand on parlait des prix de l'électricité et du gaz, c'est hors de prix pour tout ce qui est octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc, nous, ce qu'on recommande, un industriel qui a la possibilité de baisser sa consommation sur ces périodes-là, si c'est possible, il faut absolument le faire, parce que ça évitera de consommer des mégawattheures hors de prix. Et si c'est possible, ce qu'on propose aux consommateurs, c'est de saucissonner leur contrat, c'est-à-dire d'avoir un prix pour la période octobre, novembre, décembre, donc la période entre guillemets 2022, qui est hors de prix, et ensuite d'avoir un prix plus compétitif pour le bloc de l'année 2023, éventuellement le bloc 2024-2025, si on veut prendre des durées longues. Et tout ça, ça permet en fait, pour faire simple, d'avoir un prix très très mauvais sur octobre, novembre, décembre quand vous ne consommez pas. Et ensuite, si vous relancez un petit peu la consommation en début d'année 2023, vous avez un prix un peu plus intéressant. En revanche, si vous avez un fournisseur qui vous lisse, qui vous fait un prix unique sur toute la durée du contrat, en fait, octobre et novembre et décembre, les périodes très très chères, ça va très largement augmenter le prix moyen pondéré qui va vous être facturé. Et ça, vous allez le payer sur toute la durée du contrat, vu que ça va être pondéré sur la durée. Dans l'autre sens, un industriel qui a un carnet de commandes très très important pour octobre, novembre, décembre, et qui a vraiment l'obligation de produire et qui va produire énormément, ce qu'on va lui recommander, c'est justement plutôt l'inverse, de prendre un prix lissé sur toute la durée du contrat. Et du coup, plus vous allez prendre un contrat avec une durée longue, plus ça va tirer votre prix à la baisse.
Donc comme ça, entre guillemets, les prix très mauvais d'octobre, novembre, décembre 2022 vont être noyés par les prix un peu plus faibles de 2023 et encore plus faibles de 2024. Point d'autant plus important que pour quelqu'un qui prend un contrat d'électricité au 1er octobre ou au 1er novembre, il n'y a pas d'AREN, parce que l'AREN, il faut le commander un an en avance. Donc là, en fait, c'est obligé de prendre du marché, donc un prix qui va être acheté sur le marché à base de 1000, 1200, 1500 euros du mégawattheure. Donc voilà ce qu'on suggère. Autre petite solution pour ces consommateurs-là, ça va être de prendre des offres avec un prix indexé sur le marché. Parce qu'on sait quels sont les prix aujourd'hui, bloqués aujourd'hui pour octobre, novembre, décembre, mais on peut prendre le pari de prendre un prix indexé. Et puis on verra au jour le jour comment évolue le marché. Et si jamais toutes les planètes sont alignées et que les prix baissent, eh ben, le consommateur peut en bénéficier. Attention, ça, c'est pas donné à tous les consommateurs, et dans le contexte très compliqué que connaissent les fournisseurs, eh bien, effectivement, ça va être très, très compliqué de l'avoir. Deuxième point, échéance. Alors, ceux qui ont une échéance en 31 décembre 2022 ou courant 2023. Alors, d'un point de vue objectif, tous ceux qui ont une échéance au 31/12/2022 ou courant 2023, si ils veulent de l'AREN en électricité, c'est avant novembre 2022 qu'il faut faire la commande AREN. Parce que si vous ne signez pas un contrat avec un fournisseur qui book votre volume d'AREN pour 2023, eh ben, vous serez contraint l'année prochaine d'avoir du marché pour couvrir toute la période 2023. Donc si vous voulez vous couvrir avec de l'AREN pour 2022 enfin pour 2023 surtout, et ben c'est maintenant qu'il faut commencer à regarder. Et n'oublions pas que le guichet AREN c'est le 10 novembre, donc après le 10 novembre, plus possible d'avoir de l'AREN pour 2023. Voilà. Point qui peut exister pour certains gros consommateurs, c'est des offres un petit peu plus complexes qu'on va appeler au clic, qui permet en fait de signer un contrat où le fournisseur va passer la commande pour la part AREN pour 2023. Et si le client a son contrat qui commence, je vous dis une bêtise, au 1er juillet 2023, et ben le client va avoir jusqu'au 1er juillet 2023 pour fixer sa part marché. Je fais une petite recontextualisation. Quand on est sur une offre AREN, l'AREN, ça représente toujours entre 50 et 80% de l'approvisionnement, et le reste est en marché. Donc, commander le gros volume d'AREN, c'est important, mais si vous signez un contrat avec une option au clic, vous pouvez acheter votre volume marché quand bon vous semble, avant effectivement que le contrat ne commence. Donc voilà les options qui sont possibles. Et ensuite, pour toutes les échéances, les échéances contractuelles après 2023, ou pour tous les gens qui sont déjà couverts à l'heure où on parle pour les mois et l'année 2023, là, c'est un vrai pari. Est-ce qu'on pense que les prix de l'électricité et du gaz vont continuer à augmenter, ou est-ce qu'on pense qu'ils vont baisser? Alors là, comme on l'a vu précédemment, il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu. Nous, on ne peut pas vous dire quels vont être les prix en 2023, ou en 2024, ou en 2025. Donc là, chaque consommateur doit faire un pari. L'avantage, c'est que si vous achetez dès maintenant vos volumes pour 2024, 2025, 2026, donc le plus long terme, vous aurez des prix qui seront moins élevés que si vous achetez le court terme, à savoir l'année N+1. Donc ça, c'est une opportunité qui peut être assez intéressante. Si vous avez de la visibilité sur vos finances et que vous aimez bien planifier vos budgets, ça peut être une opportunité. D'un autre côté, on pourrait se dire qu'avec tout ce qui va se tramer au niveau politique, peut-être qu'on pourrait avoir des prix qui pourraient redescendre dans les mois qui viennent. Donc peut-être attendre un petit peu, surtout si vous êtes déjà couvert. Parce que si votre contrat se termine bientôt, il n'y a pas photo, il faut prendre un contrat. Et la question, c'est quelle durée prendre. Si vous êtes déjà couvert, en fonction du temps que vous avez devant vous pour signer votre prochain contrat, peut-être que ça vaut le coup d'attendre. Nous, on met les deux options sur la table parce qu'en fait, tout dépend de trop de critères, trop de choses qui vont se passer au niveau politique, géopolitique, au niveau climatique. Donc en fait, on n'a absolument aucune visibilité là-dessus. Donc nous, notre métier de consultant, c'est de vous mettre sur la table les options, et puis après, c'est chaque consommateur qui se fait son propre avis. Donc voilà pour les conseils, et puis après, on va passer à la phase questions.
Alors, on a largement débordé. C'est pour ça qu'on avait bien fait de partir sur 40 minutes, comme ça, là, on a encore un petit peu de temps. Je pense que je vais répondre à 2 ou 3 questions qui nous avaient été posées alors à l'écrit sur le formulaire d'inscription voilà, à ce webinaire. Alors, j'en ai imprimé plusieurs de questions. Je vais en prendre quelques-unes. Alors, tac, tac, tac. Quand faut-il relancer la négociation du contrat si je suis engagé jusqu'à octobre 2023? Attendre une tendance à la baisse? Point d'interrogation. Attendre si une tendance à la baisse arrive, c'est une question. Alors là, c'est exactement ce sur quoi on vient de terminer. On peut espérer une baisse, et donc c'est vrai que si vous signez dès maintenant, après, s'il y a une baisse, vous ne pourrez pas en profiter. Donc là, je pense que si vous êtes couvert jusqu'à octobre 2023, ça vaut le coup d'attendre, là, dans les semaines et mois qui viennent, ce qui va se tramer au niveau européen. Je pense que c'est de bon augure, surtout si vous êtes engagé encore jusqu'à octobre 2023. Après, si on parle d'électricité, n'oubliez pas que si vous êtes à échéance en octobre 2023 et que vous voulez de l'ARENH pour octobre, novembre, donc si c'est du gaz, je pense que ça vaut le coup peut-être de temporiser un petit peu en fonction des annonces qui vont être faites au niveau européen, vu qu'effectivement il va y avoir des réunions dans les semaines qui viennent. Si c'est de l'électricité, moi je vous recommanderais plutôt de prendre une décision avant la fin du guichet ARENH le 10 novembre 2022, puisque c'est la seule chance pour vous d'avoir de l'ARENH pour octobre, novembre et décembre 2023. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question, et puis avec plaisir pour en discuter de vive voix après le séminaire avec la personne en question. Alors, autre question, alors là, on a un littéraire qui nous a fait une question très complète. Quand est-ce que le prix de l'électricité sera décorrélé des prix du gaz, alors que les instances européennes sont parfaitement conscientes des conséquences dramatiques actuelles pour les entreprises et tous les consommateurs? Pour le moment, il apparaît que la meilleure alternative pour les PME artisans qui ne sont plus ou ne seront plus engagés sur des contrats à prix de marché et répondent aux 3 critères obligatoires est de prendre un contrat au tarif réglementé d'EDF. Vous validez? Alors là, en fait, c'est un peu ce que j'avais évoqué précédemment. Les contrats au tarif réglementé d'EDF, en fait, c'est possible pour les entreprises seulement si elles répondent à tout un tas de critères. Et je ne pense pas que l'État va revenir sur ces critères-là. Parce qu'en fait, le marché a été libéralisé pour le consommateur final en différentes tranches. C'est-à-dire que très très longtemps, ce sont les gros industriels qui ont dû quitter les tarifs réglementés pour prendre des offres de marché. Ensuite, les entreprises moyennes et maintenant même les petites. Donc, je ne vois pas le pouvoir politique renverser le scénario et puis faire revenir tout le monde au tarif réglementé. Ça me paraît assez compliqué. Donc, moi, là-dessus, j'y crois pas vraiment. La décorrélation des prix du gaz et de ceux de l'électricité, en revanche, ça, c'est quelque chose auquel je crois plus et qui peut arriver si l'Europe fait le nécessaire. Le problème, c'est la durée que ça va prendre. C'est sûr et certain que ça ne va pas être fait là avant qu'on mange la dinde de Noël. Là, il n'y a rien qu'on va avancer de façon significative qui puisse porter ses fruits pour le consommateur final. Donc c'est pour ça, ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment ce qui va être mis en place dans les jours et semaines qui viennent, voir un petit peu quelles sont les pistes en fait, des politiques pour résoudre la crise. Sachant qu'au niveau européen, je refais un petit hiatus sur les différentes pistes. Déjà, il y a premièrement la baisse de la consommation pour infléchir les prix vers le bas. Deuxièmement, il y a une possibilité de plafonnement des revenus du nucléaire et du renouvelable. Parce qu'alors là, il y a également la logique de taxer les super profits. Parce que par exemple, vu que les prix de l'électricité en ce moment sont déterminés par les prix du gaz, on a vraiment un truc qui est hallucinant, c'est qu'on a des producteurs d'électricité qui, eux, techniquement, produisent à base de 40 ou 50 euros du mégawattheure et qui vendent leur production sur le marché à 600 euros du mégawattheure parce que le mécanisme européen de construction sur le gaz fait que c'est le gaz qui va driver, entre guillemets, le prix de l'électricité. Donc là, il y a vraiment des super profits qui ont été engrangés par certains producteurs. Et là, si au niveau européen, on arrive à taxer ou répartir tout ça, effectivement, là, ça représente des millions et des milliards d'euros.
Je reprends une troisième et dernière question, et puis après, je pense qu'on répondra un petit peu plus en privé sur toutes les questions qui ont été posées, parce que là, déjà, j'étais ravi de voir que c'est un sujet qui mobilise de plus en plus de consommateurs et d'entreprises. Y aura-t-il un retour à la normale quant au prix de l'énergie? Quel scénario possible sur les prix de l'électricité 2023 à 24-25? Les prix pourraient-ils être plus élevés dans les 2 ou 3 prochaines années? Oui, tout est possible. Il est possible que les prix soient encore plus élevés. Parce qu'en fait, comme on le voyait quand on étudiait les courbes, là aujourd'hui, on est sur l'année 2023 qui coûte à peu près 600 €, je schématise, et les années plus lointaines qui vont coûter 400, 300 €. Il n'est pas impossible qu'à terme, toutes les courbes de l'électricité entre guillemets, se réharmonisent, et que la crise ne touche plus seulement le court terme, mais également le long terme. Donc, moi, je suis assez sceptique. Oui, il est tout à fait possible que l'électricité continue à augmenter, mais dans l'autre temps, comme on l'a dit avec ce qui peut se passer au niveau politique, il est possible également que ça baisse. Donc vraiment, tout va dépendre de ce qui va être fait, de la volonté politique, et puis surtout de la rapidité avec laquelle ça va être mis en place. Parce que tous les problèmes structurels qui pèsent négativement sur les prix de l'électricité, que ce soit le parc nucléaire qui est la moitié en non-fonctionnement, j'attends de voir cet hiver, mais tout ne va pas fonctionner, plus le fait que ce soit le gaz qui détermine le prix de l'électricité, plus tout un tas de facteurs comme ça qui sont vraiment structurels et qui vont perdurer dans un moyen terme, ça me fait dire que potentiellement sur l'électricité, on pourrait être sur des niveaux de prix très élevés dans les années qui viennent. Donc dans cette logique-là, c'est vrai que c'est pas inintéressant de booker dès maintenant ces volumes d'électricité pour 2024, 25, 26, parce qu'on sait quels sont les prix aujourd'hui pour demain, mais on ne sait pas quels seront les prix de demain. Donc les entreprises qui peuvent budgétiser ces augmentations pour les années, les 3, 4, 5 années qui viennent, en vrai, c'est pas une idée saugrenue, parce qu'en fait, on ne sait pas du tout quelle sera la norme des prix de l'électricité dans les années qui viennent. Avant le Covid, les fluctuations, c'était toujours, si on prend sur plusieurs années, c'était entre 30 et 60 € du mégawattheure. Donc nous, on était comme les fous en tant que consultants quand ça baissait de 5 € du mégawattheure en quelques semaines, quelques mois. Et là, aujourd'hui, 5 € du mégawattheure, mais c'est la volatilité qu'il y a sur le marché en 5 minutes. Donc en fait, on est sur un marché qui a totalement changé. Les ordres de grandeur qu'on a connus jusqu'avant le Covid, ça ne reviendra plus jamais. Un marché avec une petite volatilité pépère et une tranche de prix entre 30 et 60 € du mégawattheure, ça c'est fini. Et la grosse question qui se pose à nous, c'est est-ce que la norme à terme, ce sera un mégawattheure autour des 200 €, autour des 400, autour des 600, autour des 800. Et ça va être clairement conséquent de ce qui va se passer au niveau technique et politique dans les semaines et les mois qui viennent. Donc voilà, ça c'est mon interprétation personnelle. Après, les avis, c'est comme tout, chacun a le sien. Donc moi je vous invite à vous rapprocher également, si vous êtes déjà client limpide, de vos consultants dédiés qui pourront également vous conseiller de façon un petit peu plus sur mesure. Donc voilà, j'espère que ce séminaire-là, ça vous a apporté quelques informations pour comprendre vraiment ce qui se passe et surtout vous en tant que consommateur, comment vous allez être impacté